Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Normand Roy. Enfin le jour J pour notre équipe. Donc, cette conférence du bloc A s'intitule « L'actualisation du cadre de référence de la compétence numérique ». Ça fait près d'un an qu'on travaille sur ce projet-là. On était vraiment contents d'être avec vous aujourd'hui. C'est un projet qu'on vit, qu'on dort avec depuis un an. C'est quelque chose vraiment qui nous anime. Puis, on a la chance aujourd'hui de pouvoir finalement vous présenter ça. Un nouveau cadre de référence, un cadre de 2025, en fait. Et avec moi, j'ai toute mon équipe qui a travaillé. Il manque une personne, on va vous la présenter à la fin. Donc, première chose que j'aimerais vous dire, en fait, donc on va faire un petit tour de table pour se présenter, toute l'équipe ensemble. Puis, je vais leur poser une petite question. Pourquoi l'importance de faire un nouveau cadre de référence de la compétence numérique en 2025? Donc, allons-y avec la personne à ma gauche, Marjorie. Bonjour, je m'appelle Marjorie Clerier. Je suis conseillère à la recherche secteur jeune et aussi postdoctorante en sciences de l'éducation. Pour répondre à la question de Normand, pourquoi un cadre en 2025, j'aurais tendance à dire que ce cadre-ci arrive à point nommé. Parce que finalement, il offre une vision claire et des repères cohérents pour soutenir le développement de la compétence numérique, en particulier dans le contexte actuel qu'on connaît là, avec les grandes modifications technologiques, dont celles marquées par l'intelligence artificielle. Et plus particulièrement dans le milieu de l'éducation, ce cadre-là actualisé offre finalement des orientations claires pour soutenir la pratique des enseignants, la formation continue et aussi développer finalement la compétence numérique des élèves. Donc, enseigner, apprendre et plus largement œuvrer là, dans le domaine du numérique, c'est vraiment ce qui est au cœur du cadre de référence actualisé. Donc, c'est pourquoi il est fondamental en 2025. Chantal? Oui, bonjour, je m'appelle Chantal Tremblay, je suis professeure agrégée au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Alors, pourquoi un cadre de référence de la compétence numérique en 2025? Bien, premièrement, je préciserais que le cadre actuel avait besoin d'une mise à jour. En 2018, il y avait des sujets d'actualité puis des enjeux liés au numérique qui étaient peu prioritaires ou tout simplement pas présents, que l'on pense aux répercussions du numérique sur l'environnement, à tout ce qui est le phénomène d'hypertrucage ou encore tout ce qui entoure le télétravail, la formation à distance ou l'usage de la visioconférence. Donc, le cadre avait besoin d'une mise à jour pour tenir compte de ces nouveaux enjeux. Et c'est sans compter tout ce qui touche l'intelligence artificielle générative. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, mais l'IA, ça ne remplace pas le numérique. Donc, ça en fait partie, mais le numérique est beaucoup plus vaste et va beaucoup plus loin que l'IA. Donc, si on pense à un cadre de référence de la compétence numérique, un cadre de référence de la compétence numérique va permettre d'aborder beaucoup plus d'enjeux et de types d'usage qu'un cadre strict de la littératie de l'IA. Donc, à mon avis, le cadre de référence de la compétence numérique demeure essentiel en 2025. On est toujours dans une société dominée par l'omniprésence du numérique. Merci beaucoup. Anne-Marie, à toi de te présenter. Oui, bonjour, Anne-Marie Sénécal, je suis conseillère à la recherche et doctorante en éducation à l'Université de Sherbrooke. Donc, pour moi, un cadre actualisé en 2025, c'est avant tout un pilier de la citoyenneté numérique qui est vraiment ancré dans la réalité d'un monde qui se transforme rapidement à grande vitesse. Et donc, l'actualisation vise à refléter cette mouvance de la compétence numérique au fil des avancées technologiques. Pensons par exemple à des élèves qui réalisent une vidéo en équipe dans un cours d'histoire. Donc, ils vont mobiliser une série de dimensions de la compétence numérique, la production de contenu, la collaboration, la culture informationnelle, tout en développant des compétences disciplinaires. Mais avec l'émergence de nouvelles technologies, pour cette même activité de réalisation de vidéos, il y a des nouveaux enjeux et les élèves vont être confrontés à de nouveaux enjeux, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle générative. Et donc, ça pousse tout le monde à réfléchir, à changer un peu la posture. Et c'est là exactement où, selon moi, le cadre devient essentiel. Il devient la référence, le repère, un peu pour reprendre les mots de Catherine Matisse, l'étoile du Nord, pour accompagner la réflexion sur les enjeux du numérique actuel et à venir, tout en soutenant le développement d'habiletés et d'usages réfléchis. Hugo, à toi la parole. Bonjour à tous, moi c'est Hugo Lapierre. Je suis professeur au département de psychopédagogie et andragogie à l'Université de Montréal. Mes travaux de recherche portent principalement sur comment, pourquoi et les effets d'aborder le numérique de manière frontale en salle de classe. Non pas comme une compétence transversale, mais d'une manière très disciplinaire. Mes travaux de recherche incluent des activités pédagogiques sur l'apprentissage de la programmation informatique chez les jeunes du primaire et du secondaire,
sur le fonctionnement interne des ordinateurs ou encore sur aller apprendre et démystifier les concepts clés en intelligence artificielle. Le cadre de référence, pour moi, c'est un outil central à ma pratique en recherche. Et c'est peut-être pas un angle d'attaque que vous avez déjà exploré et intégré à votre pratique enseignante. Peut-être que ce nouveau cadre de référence vous donnera un peu la poussée pour explorer ce genre d'opportunités d'apprentissage à propos du numérique, considérant qu'il est d'autant plus opérationnalisant dans sa forme. Et il manque avec nous aujourd'hui Bruno Paul-Hubert, qui s'intéresse également à la compétence numérique en enseignement supérieur. Il était à un autre événement sous sa fonction du directeur du Centre pédagogique universitaire de l'Université de Montréal, qui a également collaboré tout au long du projet, notamment du côté de l'enseignement supérieur, parce que je dois le rappeler, le cadre, il est interordre du primaire au secondaire, et même on va jusqu'à la portée pour les citoyens et citoyennes. En fait, vous allez le voir aujourd'hui, on va en parler un peu plus. Je vais me présenter, Normand Roy. Pourquoi un cadre en 2025? Bien, pour toutes les raisons évoquées par mes collègues, c'est une évidence pour moi que, effectivement, le cadre de 2019 fonctionnait bien. Il y avait des éléments importants, mais on trouvait qu'une mise à jour allait de soi, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, mais beaucoup plus que ça, en fait. On a vu émerger de nombreux cadres à l'international, ce qui nous a remis justement à nous re-questionner. D'ailleurs, allons dans le vif du sujet. On va regarder ensemble un peu comment on a retravaillé ce cadre-là parce que vraiment, on est allé avec une multitude d'approches pour s'assurer que le cadre répond aux besoins actuels de l'éducation. Puis on va écouter un petit peu Marjorie qui va nous parler de comment on a travaillé pour actualiser ce cadre-là maintenant. Parfait, merci Normand. Donc, après plus de 18 mois de travail acharné avec l'équipe et d'efforts soutenus, on est prêt aujourd'hui à vous présenter le cadre des références actualisé en quelques grands points forts. Donc, sans plus tarder, on commence. Un premier changement important concerne vraiment la structure des documents. Pour ceux et celles qui le savent, à l'heure actuelle, il y a 3 documents qui traitent de la compétence numérique, donc le cadre de référence de la compétence numérique, évidemment, mais il y a également le continuum de développement et aussi le guide pédagogique. Dans la version actualisée, ces 3 documents-là ne formeront qu'un, ils seront fusionnés. Et pourquoi fusionner finalement ces 3 documents-là? Vraiment, c'est pour assurer une cohérence dans les contenus et surtout éviter certaines redites de l'information à travers ces 3 documents-là. Donc, un seul document revu et amélioré pour vous publier prochainement. Ensuite, malgré le fait que la structure des documents est quand même relativement changée, la compétence numérique, la structure de la compétence numérique est demeurée la même. On parle toujours d'une seule compétence subdivisée finalement en 12 dimensions. Et les 2 dimensions, donc la D1 et la D2 demeurent centrales, donc l'agir en citoyen éthique et aussi le développement des habiletés technologiques. Elles sont toujours au cœur et elles sont toujours au cœur aussi de notre fameuse roue qui a connu finalement un changement qui s'est refait une beauté cette année également, on peut le mentionner. Donc voilà. Encore une fois, la portée interordre du cadre est réaffirmée. Normand l'a mentionné, le cadre, il est encore et toujours interordre. Il s'adresse finalement du préscolaire à l'enseignement supérieur en passant par la formation générale des adultes et voire même la formation professionnelle. Vraiment, tous les cycles sont concernés par le cadre de référence et la compétence numérique. Et même, étant donné que la compétence numérique, vraiment, ça transcende les milieux scolaires, le cadre concerne également tous les citoyens et les citoyennes. Voilà. En fait, donc, on conserve finalement les grandes lignes de la compétence numérique, mais ce qui change réellement, c'est les contenus. On a beaucoup travaillé sur les contenus qui ont été actualisés, entre autres au regard finalement de l'essor de l'intelligence artificielle et des enjeux sociétaux. Pour parvenir à l'actualisation des contenus, notre équipe a mené 2 grandes recensions, l'une sur la compétence numérique et l'autre sur l'intelligence artificielle. Ce sont plus de 400 documents qui ont été recensés de part et d'autre pour actualiser les contenus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous présente en termes de contenu. Voilà. Donc, si je continue, en fait, donc, on l'a dit, ça, c'est les travaux qui ont été effectués en amont, en fait, ce qui nous a amené à réécrire les différentes parties. Mais aujourd'hui, vous avez la chance, on va quand même vous présenter plus en profondeur tout ce qu'on va retrouver dans le cadre plus précisément, parce que vous allez voir que quand même, il y a des changements de structure puis d'organisation. On a parlé des thèmes, on a réorganisé autrement également, puis Chantal va nous en parler un peu plus en profondeur. Donc, Chantal, je te passerai la parole pour aller un peu plus loin sur qu'est-ce qu'on a changé dans le cadre, en fait, et comment on va devoir se l'approprier un peu à partir de 2025.
Merci, Normand. Donc, comme Marjorie l'a mentionné, en fait, l'actualisation du cadre repose beaucoup sur des recensions des clients, mais aussi la rétroaction qu'on a reçue des acteurs et des actrices du milieu utilisateur du cadre. Et une première modification importante là, concerne les éléments de développement. Donc, auparavant, on avait des éléments dans le cadre qui venaient illustrer chacune des dimensions. Et on avait aussi des énoncés dans le continuum qui visaient un peu aussi à montrer cette précision, à préciser un petit peu ce qui se passait dans chacune des dimensions. Et bien maintenant, on a décidé de combiner les éléments et les énoncés dans des éléments de développement. Et il y a donc 4 niveaux de développement pour chacune des dimensions du cadre qui vont illustrer la progression du développement de la compétence. Alors, les premiers niveaux, donc le premier niveau, comprendre, va contenir des éléments qui portent sur la mémorisation et la compréhension de termes ou de phénomènes liés au numérique. Au deuxième niveau, utiliser, les éléments vont être composés en fait, ce sont des éléments qui sont composés d'usages du numérique, donc ils font référence à des usages du numérique. Et ensuite, au troisième niveau, analyser. Donc, le niveau porte sur l'analyse, l'évaluation de phénomènes liés au numérique, d'outils ou de ressources numériques. Et finalement, le quatrième niveau, créer, qui porte sur la création, la conception, l'innovation avec le numérique. Peut-être quelques petites précisions sur ces paliers. Donc, chaque palier va commencer par un verbe d'action qui va venir préciser là, les habiletés qui sont liées au numérique. Et vous l'avez peut-être constaté, mais cette progression repose sur la taxonomie de Bloom révisée. Bien qu'on a choisi d'aller fusionner certains niveaux ensemble là, pour plus de simplicité pour le cadre. Donc, les niveaux mémoriser, comprendre qui ont été combinés, évaluer et analyser qui ont été combinés. Je précise le choix aussi d'être allé pour 4 niveaux de progression. Donc, en ayant 4 niveaux, ça permettait d'avoir un niveau analysé qui permet vraiment d'aller mettre l'accent sur l'importance de l'analyse, de l'évaluation d'une posture critique envers le numérique. Et on a aussi le dernier niveau créé qui permet de valoriser une posture créative avec ou envers le numérique. Sur les éléments aussi, donc les éléments de développement sont progressifs. Donc, un peu en respectant la taxonomie de Bloom, pour passer d'un niveau supérieur, il faut maîtriser les acquis d'un niveau inférieur. Mais parfois, il peut y avoir des situations où il y a certains retranchements. Par exemple, une tâche d'analyse pourrait être plus complexe qu'une tâche de création. Donc, on pense à analyser la fiabilité d'une information produite par une IA générative. Ça pourrait être plus complexe que le fait de simplement créer un diaporama PowerPoint à partir d'un thème déjà présent. Donc, voilà pour la progression. Peut-être dernier petit point sur ces éléments de développement. Les paliers reposent sur la taxonomie de Bloom, donc on est allé vers une taxonomie du domaine cognitif et l'intention derrière, c'était peut-être d'éviter une possible confusion entre le développement de la compétence, la progression de la compétence et le développement de la personne. Donc peut-être que la formulation, le libellé des anciens niveaux dans le continuum pouvait amener cette confusion. Alors on espère là, qu'en étant allé sur une taxonomie du domaine cognitif, on puisse éviter cette confusion possible. Je vous donne un exemple des éléments de développement pour la première dimension, donc l'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Donc, au premier palier, comprendre, on aurait expliqué les enjeux liés aux usages du numérique, donc par exemple les enjeux des effets du numérique sur l'environnement. Au deuxième niveau, utiliser, donc adopter des pratiques d'utilisation responsable, donc par exemple adopter des pratiques ou avoir des usages du numérique qui tiennent compte des répercussions sur l'environnement. Au troisième niveau, analyse. Donc là, on est plus dans prédire les effets potentiels, l'évaluation peut-être d'enjeux éthiques, donc peut-être anticiper les répercussions de ces usages sur l'environnement. Et finalement, au niveau créé, donc on est dans la création de principes éthiques du numérique. Ça pourrait être, par exemple, d'aller concevoir des critères permettant de faire un usage du numérique tout en considérant ou en tentant d'éviter ou de limiter le plus possible les effets de ces usages sur l'environnement. Donc, les éléments de développement peuvent être contextualisés selon différentes thématiques. Et justement, sur ces thématiques, mais c'est une deuxième
nouveauté ou un deuxième ajout au cadre. Donc, nous avons ajouté des thèmes évocateurs pour chacune des 12 dimensions. C'était aussi pour répondre à des besoins exprimés par les milieux. Alors, chaque dimension a des thèmes. Donc, par exemple, pour la dimension 1, ici, on a 3 thèmes principaux. Santé mentale et physique, normes, règles et responsabilités et l'éco-responsabilité. Et pour chacun d'eux, on a des sous-thèmes là, qui viennent un petit peu préciser des thématiques pertinentes pour la dimension. L'intention ici, c'est que les thèmes peuvent être source d'inspiration pour la conception d'une activité d'apprentissage, par exemple. Alors voilà, ça complète la présentation des éléments de progression et des thèmes évocateurs. Puis ce que je dirais en plus, en fait, là, un point qui a été nommé puis qui est vraiment important, en fait, Chantal, puis je pense que ça, on y a travaillé. Bien, premièrement, les thèmes. Les thèmes, on les a travaillés avec vous, on les a travaillés avec beaucoup de monde du public, en fait, avec des groupes de travail, parce que justement, on essayait de bien identifier quel thème serait associé à chaque dimension. Donc là, on vous présente seulement la dimension 1, mais sachez que tous les thèmes ont été organisés sous cette structure, thème sous thème. Un autre point mentionné que je trouve que, effectivement, on oublie le concept débutant, intermédiaire, avancé dans le nouveau cadre. C'est vraiment une différence parce que c'est le contexte de l'utilisation. Et c'est un problème qu'on rencontrait souvent dans les milieux de pratique, c'est-à-dire que on dissociait souvent le niveau d'atteinte de la compétence du niveau de la personne, et là, on mélangeait les deux. Ce choix-là de prendre plutôt la taxonomie de Bloom nous permet vraiment de dire que c'est en fonction du contexte, on peut vraiment vouloir travailler des éléments de comprendre dans un contexte très simple au primaire, mais on peut vouloir comprendre des enjeux complexes, plus avancés, rendus à l'université, par exemple. Donc, on peut vouloir définir l'apprentissage machine ou essayer par des petits jeux relativement simples avec des jeunes, mais on peut vouloir aller beaucoup plus loin sur ce qu'est un algorithme ou comprendre des concepts plus avancés rendus à l'université. Donc, ce qu'on vous propose comme 4 niveaux de palier nous permet vraiment de travailler la compétence numérique sur plusieurs facettes à la fois, comprendre, utiliser, analyser et créer. Et à travers ça, on pourrait voir différents niveaux de difficulté des activités en fonction des thèmes qui vous sont proposés. Donc, vous avez à l'écran en ce moment, justement, vous avez vu le concept de bien-être numérique. Bien, le bien-être numérique, c'est important de l'aborder dès le primaire, mais il va évoluer avec les utilisateurs parce que ça se peut que les usages varient. On pourrait penser, par exemple, au temps d'écran à un certain moment, mais on pourrait penser aussi aux objets connectés ou à d'autres éléments qui vont concerner le bien-être numérique, ce qui concerne aussi nos étudiants à l'université également, qui doivent passer beaucoup de temps devant l'écran, comment avoir une saine hygiène de vie avec le numérique. Donc, vraiment, cet élément-là est quand même un élément qu'on a repensé, retravaillé longtemps pour pouvoir vraiment voir comment ça va s'arrimer avec la réalité des milieux, mais à tous les niveaux, donc la portée interordre. Il n'y a pas que ça qui a été travaillé. En fait, on va maintenant aller dans une autre section, en fait, de ce qui a été travaillé. On a aussi écouté les milieux en se disant comment s'assurer que tout le monde se sent concerné lorsqu'on utilise le cadre. C'est quand même un enjeu qu'on a rencontré souvent. Il est interordre, on l'a nommé. Aujourd'hui, on est dans une journée du ministère de l'Éducation du Québec, mais donc cette idée-là de pouvoir l'avoir dans tous les contextes est important pour nous. Je vais passer la parole à Anne-Marie qui va vous expliquer un peu ce qu'on a fait du côté des exemples. Anne-Marie, à toi. Merci, Normand. Donc, effectivement, une autre modification assez majeure qu'on a apportée au cadre, c'est concerne les exemples d'applications qui viennent vraiment illustrer la mise en pratique de chacune des dimensions de la compétence numérique. Donc, on se rappelle, auparavant, il y avait 2 contextes pour ces exemples. Un contexte en situation d'apprentissage qui incluait vraiment toute personne apprenante, tout niveau, tout programme, ainsi qu'un exemple en situation d'enseignement, donc toute personne avec des fonctions d'enseignement à tout programme, tout niveau, tout contexte. Et maintenant, ce qu'on propose, c'est des exemples qui se déclinent en 5 contextes qui visent à refléter plus de contexte dans les exemples pour que plus de personnes se sentent concernées justement par la compétence numérique. La compétence numérique s'adresse à tout le monde, mais là, on voulait vraiment le rendre plus évident. Également, ça permet de traduire la réalité des différentes personnes dans différentes fonctions, différentes situations de manière plus précise. Donc, les 5 contextes incluent l'élève du préscolaire, du primaire et du secondaire, donc une personne entre le préscolaire et la 5e secondaire, âgée d'environ 4 à 17 ans. L'adulte en formation, donc toute personne adulte inscrite dans un parcours scolaire qui inclut la formation générale aux adultes, la formation professionnelle, le cégep ou l'université. Le membre du personnel enseignant qui demeure assez stable dans l'actualisation, donc qui inclut
toute personne qui enseigne dans tous les ordres et tous les niveaux, tous les contextes. On est venu ajouter un exemple à la demande assez générale là, dans les consultations, d'inclure un exemple sur le membre du personnel scolaire, donc qui fait vraiment référence à toute personne qui œuvre dans le milieu éducatif. Il peut s'agir, par exemple, de membres de la direction, responsables service de garde, bibliothécaires, conseillers pédagogiques, orthopédagogues. La liste, elle est très longue. Finalement, le citoyen, c'est vraiment toute personne qui œuvre en société lors d'activités personnelles, professionnelles, collectives. On peut parler des travailleurs, travailleuses, des aînés, des nouveaux arrivants. Donc, cette catégorie englobe aussi toutes les 4 autres, donc l'élève, l'adulte en formation, le membre du personnel enseignant, personnel scolaire, lorsqu'il œuvre, lorsqu'il agit dans son quotidien. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher l'ensemble de différents acteurs. Donc, ces exemples-là fournissent vraiment une mise en œuvre pratique et adaptée aux caractéristiques de ces 5 populations distinctes-là. Maintenant, on va découvrir ensemble les exemples d'applications pour la dimension 2, soit développer et mobiliser ces habiletés technologiques, qui est vraiment le fondement technique de la compétence numérique. Pour l'élève du préscolaire, primaire ou secondaire, l'exemple porte vraiment sur le développement de son autonomie avec le numérique. Et donc, on peut l'associer au palier de développement 2 utilisé. On pense par exemple à la capacité à un élève de se dépanner lors de problèmes techniques ou de manipuler le web. Chez l'adulte en formation, on propose un exemple également du palier utilisé, mais qui porte sur l'usage d'outils génériques ou spécialisés, mais vraiment dans son domaine scolaire ou professionnel. Et donc, c'est la nuance qu'on vient apporter pour l'adulte en formation en le différenciant de l'élève préscolaire, primaire ou secondaire. Pour, encore une fois, dans la dimension 2, donc pour le membre du personnel enseignant, l'exemple porte sur l'utilisation d'outils numériques en vue de les intégrer dans la planification, l'enseignement et l'évaluation. Chez le membre du personnel scolaire, l'exemple porte sur l'analyse et l'adaptation de ces pratiques pour effectuer une gestion efficace des informations recueillies, par exemple, auprès des parents. Donc, ça ici, ça peut vraiment s'appliquer à différents membres du personnel scolaire, par exemple, le responsable du service de garde qui doit gérer plusieurs informations qui sont recueillies par les parents. Donc ici, on est plus au niveau analysé parce il est question vraiment d'analyser et de se transformer, donc, ces pratiques et reflètent une réflexion du membre du personnel scolaire. Juste nommer aussi, j'ai nommé que ça pourrait s'appliquer à un responsable de service de garde, mais l'exemple pour le membre du personnel scolaire, on peut le comprendre là, dans différents secteurs. Finalement, l'exemple pour le citoyen, on a choisi de le porter sur le développement d'une compréhension d'outils numériques à des fins de déclaration de revenus. Donc ici, on le situe au palier 1, comprendre, parce qu'il témoigne de l'acquisition de connaissances sur les possibilités d'utiliser les outils numériques pour la gestion de ses finances personnelles, par exemple. Et donc, lorsqu'on met tous ces morceaux ensemble, on voit apparaître une structure vraiment solide pour chacune des dimensions de la compétence numérique, qui inclut en premier lieu 4 éléments de développement qui se déclinent selon les 4 paliers de développement. Donc, comprendre, utiliser, analyser et créer, qui vient vraiment situer l'usage et la dimension. Ensuite, on a une variété de thèmes et de sous-thèmes qui viennent nuancer les contenus associés à la dimension et qui viennent vraiment apporter une profondeur à ces contenus-là. Et finalement, 5 exemples d'applications pour des populations distinctes pour illustrer la mise en pratique des dimensions de la compétence numérique. Merci beaucoup, Anne-Marie. Puis je vais continuer là-dessus, en fait, parce que donc, je veux juste revenir une diapositive en arrière. Donc, la structure solide qu'on vous propose, cette idée-là, quand même, de pouvoir l'argumenter, vous allez voir que quand vous aurez la chance de consulter le cadre de référence de la compétence numérique, pour nous, c'est une fin, on le dépose en fin, mais pour vous, c'est un début. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une réflexion à avoir de comment le rendre concret dans les milieux de pratique, parce qu'effectivement, cette idée-là, quand on a discuté des exemples, bien, c'est un seul exemple par niveau, par type de population et aussi un seul exemple par niveau de la taxonomie, comprendre, utiliser, analyser, créer. Nous n'avons pas fait l'ensemble de tout ce qui est disponible. Mais comme enseignant, on peut quand même concevoir que
Est-ce que tous les élèves vont devoir être capables de créer une charte éthique ou de... La réponse, ça va être non. Mais tous les élèves seront amenés dans les dimensions à se rendre à un niveau créé en fonction de leur contexte particulier. Donc, effectivement, il y aura quand même un travail après ça au milieu de se l'approprier, au conseiller pédagogique, au milieu pratique, de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut savoir à chaque palier, comprendre, utiliser, analyser, créer, pour s'assurer de rester en adéquation en fonction des besoins et des domaines disciplinaires. C'est quand même un enjeu qu'on a retrouvé. Lors des consultations, puis au fil des années, ce qu'on s'est aperçu également lorsqu'on travaillait avec les thématiques, et j'en viens à une nouvelle section qui est proposée dans le cadre, on en propose des axes thématiques. Pourquoi des axes thématiques? Premièrement, lorsqu'on regarde à l'international ce qui est proposé, on voit souvent ce type de regroupement-là. Dans la version 2019 du cadre, on parlait ici vraiment de 12 dimensions avec 2 centrales, donc la dimension 1 et la dimension 2. Ici, dans cette évolution-là, on propose quand même des regroupements de dimensions, en fait, qui ont été réfléchis avec des milieux, mais aussi réfléchis avec ce qu'on voit à l'international et aussi à partir des thématiques abordées. Parce qu'effectivement, lorsqu'on essaie de classer certaines thématiques, on s'aperçoit qu'il existe vraiment des interactions significatives et naturelles entre des thématiques. Donc, dès qu'on parle de désinformation, on se dit, la désinformation, ça touche la compétence informationnelle, la culture informationnelle, on se retrouverait dans la D4. Oui, mais en même temps, on souhaite que nos élèves développent une forte pensée critique en même temps parce que la désinformation va vous amener vers ça. Puis probablement même un peu d'être un citoyen éthique parce qu'on ne veut pas non plus que nos élèves produisent la désinformation sur les... Donc, il existe vraiment des relations entre les dimensions sur des thématiques qui sont naturelles. Premièrement, c'est ce qui nous a amené à réfléchir à comment on peut les regrouper. Ce qu'on propose, c'est 4 axes. On va vous en présenter un plus en profondeur. Donc, ils répondent à de créer de la cohésion entre les dimensions, puis également de simplifier parfois, lorsque j'ai besoin d'offrir une formation ou de l'accompagnement à des gens, je peux vouloir travailler un axe en particulier, ce qui va me permettre de pouvoir regrouper un ensemble de dimensions dans un seul bloc. Mais parfois, les formations vont être plutôt disciplinaires, parfois, ils vont être sur la compétence numérique, et il y a un mix de tout ça. Donc, cette structure-là des axes thématiques, c'est vraiment cette idée-là de permettre des activités qui permettent d'intégrer plusieurs dimensions. Vous le faisiez déjà par discipline. Ici, on prend la posture d'offrir des éléments, une structure entre les dimensions de la compétence numérique. Par exemple, si on regarde l'axe 2, qu'on a appelé ça l'apprentissage tout au long de sa vie. Pourquoi? D'abord, les 2 dimensions qui pour nous étaient frappantes qu'elles allaient ensemble, dimension 3, dimension 8, dimension 9, excusez-moi, donc dimension 3, dimension 9. Dimension 3, c'est exploiter le numérique à des fins d'apprentissage. Donc, enseignement-apprentissage, l'enseignant qui l'utilise en salle de classe, comment mobiliser le numérique pour soutenir mon enseignement, mais aussi pour comment soutenir l'apprentissage en contexte scolaire. La dimension 9 se recoupait quand même au sens où, là, dans la dimension 9, on réfléchit à comment le numérique va soutenir le développement de ma compétence tout au long, en dehors du modèle scolaire, donc des compétences professionnelles. Je vais apprendre à jouer du piano, je vais faire et donc je vais aller utiliser le numérique pour soutenir le développement de ma compétence. Donc, la dimension 3 et la dimension 9, elle est naturellement parce que ça faisait comme une séquence entre le milieu scolaire et tout au long de la vie. En plus de ça, on s'est dit, qu'est-ce qui évolue tout au long de la vie, en fait? Dimension 2, les habiletés, pour nous, était quelque chose qui doit soutenir l'apprentissage tout au long de la vie. On l'a nommé dans les conférences précédentes, en fait, mais le numérique avance très rapidement. C'est quelque chose qui se renouvelle. Donc, le personnel et tout le monde est amené à renouveler cette dimension-là très souvent. Donc, pour nous, elle soutient l'apprentissage tout au long de sa vie. Et les besoins d'inclusion également, parce que l'inclusion, ce n'est pas que de répondre à des besoins diversifiés, mais c'est de répondre à nos besoins individuels également. Comment le numérique peut nous soutenir dans un ensemble de besoins tout au long de notre vie. Donc, c'est un exemple, justement, qui nous amène à réfléchir. Vous avez la roue à droite, donc la dimension 3, la dimension 8, 9 et 2, on les a mis de pair ensemble. L'autre naturel qu'on a déjà entendu, puis celui-là, c'était le classique. On a décidé de ne pas faire une diapositive, là, mais communiquer, collaborer, vraiment, peu importe sur le plan des analyses, sur le plan conceptuel, dans les recherches, nos travaux de recherche qu'on mène, ils se retrouvent souvent ensemble. Conceptuellement, on peut les séparer. On comprend que communiquer et collaborer, c'est 2 concepts différents. Mais concrètement, quand on les utilise, on se retrouve souvent dans des situations et de communication et de collaboration, notamment par la nature même des outils que vous allez utiliser là, dans vos activités.
Donc, c'est ce genre d'axe-là qui nous permet de faire. Et ce qu'on propose, c'est des thèmes d'intérêt pour cet axe, justement. Par exemple, la personnalisation des apprentissages et stratégies numériques adaptatives. C'est de dire, bien, comment je vais réfléchir à me soutenir dans mes apprentissages tout autour de moi avec des outils adaptés puis qui vont vraiment répondre à mes besoins. Bien, ça touche à la fois à je vais devoir développer des habiletés, je vais devoir réfléchir comment j'apprends moi. Peut-être que moi, j'apprends davantage. J'aime ça écouter pendant mes déplacements, donc je vais peut-être prendre de la balado-diffusion, par exemple. Donc, ça va répondre à mes besoins. Donc, ça combine des thèmes. D'ailleurs, vous allez le voir dans le cadre, les thèmes, on a fait un effort de bien les séparer entre les dimensions. Bien, ces axes-là permettent de les regrouper et de se dire, ah, bien, effectivement, il y a des thèmes communs qui peuvent permettre de les soutenir. Donc, vraiment, les axes thématiques ont cette volonté-là de soutenir une perspective, appelons-le interdimension, si on veut l'appeler comme ça, mais justement ce regroupement-là, ce qui était également présent dans les différents cadres à l'international. Autre chose également, Marjorie l'a présenté un peu au début, il y avait un document connexe, donc qui a été utilisé, qui était le guide pédagogique, qui était à part. On l'a intégré à même le document, cette idée-là de pouvoir vous soutenir dans votre planification pédagogique. Donc, on a simplement renouvelé les 8 pistes de planification au regard du nouveau cadre pour soutenir, pour pouvoir planifier en fonction des dimensions, mais également des axes. Et un nouveau glossaire qu'on a bonifié où on a ajouté des termes, en fait, en fonction des thèmes qui sont dans le cadre. Donc, on a rajouté des définitions des thèmes pour vraiment mieux vous soutenir. Mais glossaire qui, à mon avis, va continuellement changer avec le temps parce qu'il s'ajoute des mots, du vocabulaire, en fait. Donc, il existe également d'autres ressources qui vont pouvoir soutenir, mais on a vraiment ajouté des nouveaux termes, notamment pour définir les concepts associés à intelligence artificielle générative, intelligence artificielle agentique. Donc, on vous a défini différents concepts pour s'assurer vraiment qu'on parle un peu le même vocabulaire dans le cadre de référence de la compétence numérique. Hugo, j'aimerais que peut-être que tu me glisses un mot un peu sur qu'est-ce qu'on offre de plus en parallèle qui va se retrouver sur le site du ministère. Absolument. Il y a, au cadre se joint également une trousse d'outils, dont notamment des outils visuels, où ici, on va pouvoir avoir l'option d'intégrer des petits badges qui reprennent chacune des dimensions et qui pourront être intégrés, par exemple, au cahier d'enseignants que vous développez et co-développez avec vos collègues, mais également aux cahiers d'élèves, par exemple, qui sont mis entre les mains des élèves pour leur permettre d'avoir peut-être des opportunités plus claires de comprendre que dans certaines activités pédagogiques, bien, il y a un objectif d'aller développer chez eux les différentes dimensions de la compétence numérique. Merci beaucoup, parce que ça, on l'a entendu souvent. Tout le monde essayait de découper, aller chercher un visuel. Donc, on a vraiment travaillé à aller chercher vraiment des ressources complémentaires, là, vraiment, pour pouvoir y aller. Donc, on espère que de cette façon-là, bien, pouvoir opérationnaliser le cadre dans vos activités, ça va vous aider. Marjorie l'a nommé, je le renomme quand même, là, si vous regardez les changements subtils de la roue, il y a eu du travail sur la roue, on vous a écouté. On a gardé les 12 dimensions dans le même ordre, mais si vous avez l'œil, vous allez remarquer qu'il y a eu des petits changements de couleur, ça a été demandé, mais sachez que si vous avez l'ancien visuel, on ne vous porte pas préjudice pour autant, mais la nouvelle roue, quand même, a été chercher des éléments qui ont été nommés et renommés, et détail qui, à mon avis, est une petite touche qu'on apprécie vraiment. Si vous regardez les habiletés, nous, on essayait toujours de militer que les habiletés touchent toutes les dimensions. Donc, si vous regardez la fusion des couleurs vers le centre, bien, c'est pas une couleur neutre. On a vraiment été chercher cette idée-là que la dimension au centre, bien, c'est le regroupement, elle touche littéralement à toutes les dimensions. Donc, petit détail qu'on a travaillé, mais qu'on a quand même, on est allé chercher. Et vous aurez accès, finalement, aux différentes roues et aux différents objets, aux différentes pièces de casse-tête également de façon séparée avec et sans les symboles. Donc, pour conclure, parce que là, on arrive à la fin de notre temps, le cadre de 2019, en fait, il était intégré dans les milieux de pratique, il fonctionnait. Ce qu'on vous propose ici, c'est pas de laisser de côté ce que vous avez fait. Vos pratiques ont fonctionné. Vous avez fait la preuve dans le temps que le cadre est utile, il permet de développer la compétence numérique. Ce qu'on vous propose vraiment, c'est vraiment une réflexion qui nous amène un peu plus loin, qui prend en contexte l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour nous, est restée quand même, on le nomme dans le cadre, on ne l'a peut-être pas nommé assez clairement, mais pour nous, c'est du numérique également. Donc, on n'a pas complètement dit à chaque fois le numérique et l'intelligence artificielle. Pour nous, l'intelligence artificielle et le numérique et fait partie intégrante d'eux, mais il ajoute des nouvelles dimensions, des nouveaux thèmes, pas des nouvelles dimensions, pardon, des nouveaux thèmes dans le cadre
mais cette idée-là quand même que la compétence numérique, elle intègre l'IA et les futures innovations qu'on ne peut pas déterminer aujourd'hui maintenant. C'est ce qui a alimenté notre réflexion de ne pas commencer à tout réécrire en fonction de l'IA spécifiquement, parce que des innovations, il va en avoir d'autres dans le temps, en fait. Comment on a fait ça? Puis on peut pas tout nommer tout le monde, mais vraiment, on remercie vraiment tous les réseaux, en fait, qui ont parlé avec nous, qu'on parle des reposants TIC, les récits, les reptiques, des dizaines de professeurs, en fait, collégiales, universitaires qui ont participé, les conseillers récits locaux et nationaux, en fait, qui ont participé à différentes consultations, et plusieurs partenaires ministériels dans le domaine du numérique qui ont intervenu pour échanger, justement, que ce soit sur les thèmes, que ce soit sur les éléments, sur certaines dimensions. On ne pouvait pas avoir tout sur la table à chaque fois, mais tout le monde a travaillé sur une ou l'autre des dimensions. Puis on a tenu compte de tous les commentaires dans la mesure où on avait un document qui voulait se tenir, qui pouvait être quand même assez concis. Puis pour nous, vraiment, le cadre, ben c'est finalement un point de départ et non pas un point d'arrivée. C'est notre point d'arrivée à nous, à l'équipe, en fait, mais on est très heureux que ça soit un prochain... Ça permet de relancer la compétence numérique. Ça a été nommé en début, lorsque Hugo en a parlé, mais tu sais, si pour vous, le cadre, c'était quelque chose de lointain, bien, on espère que ce nouveau cadre-là va permettre de réactualiser la présence de la compétence numérique dans vos milieux de pratique, de repenser puis de réfléchir, et non pas juste en termes d'enseignants, d'élèves, d'étudiants, mais en termes de direction d'établissement, de conseillers pédagogiques, d'orthopédagogues. Donc, le cadre concerne tout le monde, et ça, je pense que cette idée-là, vraiment, on l'a mis au cœur du cadre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, en fait. Et puis, donc, la suite des choses, bien, on attend impatiemment la publication du cadre qui devrait venir et vous allez en entendre parler sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez des questions ou des éléments, n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre de nos membres de notre équipe. Je vous affiche à l'écran les membres de l'équipe que je remercie infiniment pour tout le travail fait dans la dernière année. 18 mois, ça a passé trop vite. Et puis, donc, on va prendre une petite pause. Une autre équipe qui s'installe et qui va venir vous parler de la compétence numérique. Merci beaucoup.